Mon mot de minuit est affût, parce que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour disparaître. Mon mot de minuit, c'est silence. C'est le silence dans lequel je vis depuis 4 ou 5 ans, dans cette petite maison isolée en moyenne montagne, en Haute-Loire, où je suis entouré justement par le silence. Et je suis très contemplatif. Et il peut se passer des jours pendant lesquels je ne parle pas et je n'entends rien et je suis environné par ce silence, dont le poids varie en fait en fonction des saisons. Et d'autre part, ça nous ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un proverbe chinois qui dit celui qui parle ne sait pas et celui qui sait ne parle pas. D'où mon silence. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Je cherche un bon vieux cartésien, le genre tête sur les épaules, tête bien faite, qu'une belle histoire et l'accumulation de détails surprenants n'empêchent pas de réfléchir à froid. Je crois que tu es le rationnel dont j'ai besoin pour un projet de documentaire d'un genre particulier auquel je tiens et qui demandera une dose inhabituelle de temps, de réflexion et sans doute aussi de ruse. Le sujet est délicat, il faudra viser juste, tu vas voir pourquoi. S'il touche à la politique ou à la corruption, comment dire ? Je préférerais ne pas. Rien à voir avec ces questions, ne t'en fais pas. Cependant, il s'agit de quelque chose de potentiellement plus explosif. Avant de te l'attribuer, je voudrais t'en parler et avoir ton feu vert. Tu le sais bien, il faut gérer les jalousies entre équipes, entre collègues, ne blesser aucun envieux, aucun ambitieux. Je ne t'apprendrai pas comment se suicide un journaliste en se jetant du haut de son ego. Non, sérieusement. Je veux être sûr et certain de ton engagement avant d'annoncer que je te charge de cette enquête, parce que la moindre hésitation pourrait être exploitée. Sur les tiraillements entre les rivaux, à la rédaction, je pourrais écrire un livre. Et vous êtes sûr et certain que c'est un sujet pour toi, crois-moi, une histoire de médiumnité musicale sur laquelle ceux qui ont cherché à démêler le vrai du faux se sont cassés les dents jusqu'à présent. Le nom de la dame au cœur de cette affaire ne t'est peut-être pas étranger, Vera Foltinova. Voilà le tout début du livre, dernier livre, rentrée littéraire 2019 d'Éric Faye. C'est publié au Seuil, ça s'appelle La télégraphiste de Chopin. C'est évidemment un conseil de lecture. C'est des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Bambois, c'est tout là-bas, loin de tout, sauf d'une exceptionnelle communion avec la nature vosgienne. Claudie Hunsinger y vit depuis 1965 avec son compagnon, besoin d'insouciance et refus de la ville. Ses livres sont les preuves d'une volonté constante d'explorer le vivant, la montagne, la végétation, les animaux. Il y a du sauvage chez cette romancière-là. Le lieu dit un rapport au monde, fait peindre des pages d'herbe, il fait écrire et aujourd'hui céder à l'appel magistral des grands cerfs, ses voisins mystérieux. Les côtoyer est question de temps, de patience et d'amour. Mais l'Éden n'existe pas. L'Office national des forêts fait abattre certains cerfs pour protéger le végétal. Dire cerf, c'est dire velours d'une ramure, peuple dans la splendeur d'exister, mais aussi viande. Les grands cerfs, un superbe manifeste du vivant à l'ère d'une nouvelle extinction de masse. Stéphane Fiers s'écrit au pluriel. Il a fait du commerce et des études aux États-Unis et à Harvard, a appris le chinois, est allé épouser et vivre en Asie, a écrit une thèse sur le Parti communiste chinois et son comité central. En 2014, s'installe dans la ruralité française, près de Montclar. C'est calme, c'est verdoyant. Ah oui, il a commencé à écrire à 45 ans. Signe particulier, il aime le faire dans les bibliothèques publiques. Même table, mêmes heures. Et il connaît son affaire quand il décrit la misère des ouvriers chinois, migrants et marginalisés, quand il raconte une jeunesse prête à tout pour réussir dans la nouvelle Chine libérale avancée, quand Camarade Wang achète la France, et aujourd'hui, quand l'immigration questionne une province profonde ou bobo. Décidément, la campagne n'est pas un jardin, c'est un champ de bataille. Musique également dans cette émission avec Laurent Coulondre. Attention, nouvelle et impressionnante génération. Il est pianiste et organiste de jazz. C'est Des mots de minuit. Entrez, vous êtes chez vous. Bonjour Claudie Hunsinger. Bonjour.
Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, c'est Stéphane Fier. Ouais. La campagne n'est pas un jardin, c'est votre dernier roman. Claudie, Les Grands Cerfs, c'est votre dernier roman. À tous les deux, avant de développer la conversation, je voulais poser une question sur la littérature. Alors, chez vous, Stéphane, je peux lire ceci, par exemple, dans La campagne n'est pas un jardin. Cette vie, tu pourrais l'inventer de A à Z. Comment peux-tu écrire sur quelque chose que tu n'as pas vécu? C'est le principe du roman, non? La vérité vraie, voilà ce qui marche auprès du lectorat. J'ai compris cette donnée depuis bientôt, 2 ans que je suis parti. J'ai foutrement cogité sur ce sujet, je t'explique. Dans un roman autobiographique ou une autofiction, le lecteur ne doit pas se perdre. Les faits qu'il va lire sont déjà arrivés pour de vrai à quelqu'un qui existe réellement. Tu comprends? Sinon, il est désorienté, le petit chéri. Qu'est-ce que c'est que la littérature pour vous? Et quelle est sa part autobiographique? C'est une question un peu compliquée. Donc là, c'est le narrateur qui parle. Oui, Hein, bien c'est pas moi. Donc il a des mots qui ne sont pas forcément les miens. Et pour moi, la littérature, enfin le roman en tout cas, c'est de la fiction. Et la fiction, c'est raconter des histoires. Et quand j'ai commencé à écrire, il ne me serait jamais venu à l'idée de faire de l'autofiction. L'autofiction, c'est un genre qui ne m'a jamais intéressé, personnellement. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, d'abord, j'ai horreur de parler de moi. Et donc, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, il était hors de question que je parle de moi. Donc, ça m'est venu naturellement, il fallait parler, il fallait raconter des histoires, de la fiction. Et le premier roman, ça s'appelait La promesse de Shanghai. C'était l'histoire d'un paysan chinois qui devenait ouvrier dans le bâtiment à Shanghai. Le sous-prolétariat chinois. Voilà, exactement. Contemporain. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas le sujet de mes romans. Donc on ne trouvera jamais ou très peu de Stéphane Fier à l'intérieur du roman. Et c'est ce que voulait dire le narrateur dans le passage que vous venez de citer. Le roman, c'est de la fiction, c'est des histoires, c'est quelque chose qu'on vous raconte. C'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui peut être vraisemblable et cohérent, mais qui n'est pas vrai. Elle lisait toutes sortes d'essais, beaucoup d'essais, peu de romans. Les essais tentent de vous expliquer le monde, les romans, eux, cachent savamment son secret, ne semant que des indices pour vous laisser, comme dans une course au trésor, le plaisir ou l'effroi de le trouver vous-même tout à la fin. Et parfois c'est une stratégie, les romans vous mènent à la fin qui n'est qu'un aveu, celui de l'impossibilité de conclure. Qu'est-ce que la littérature pour vous, Claudie Hunsinger ? Pour commencer, la littérature, pour moi, c'est la lecture. C'est un environnement de livres. C'est une muraille de livres que j'ai emporté avec moi dans la montagne. Ce sont des voix, ce sont des personnes qui sont là autour de moi, qui m'entourent. J'ai un absolu besoin de livres autour de moi dans la montagne. Alors, la littérature, c'est un bord, et un bord humain. Et dans le lieu où je me suis installée en montagne, c'est presque comme une île déserte, une île en montagne, où j'ai cru arriver seule et vivre seule. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule, et que ma civilisation humaine était entourée d'une multitude d'autres civilisations non humaines parallèles. Quelle est la part autobiographique de votre œuvre, étant entendu que Bambois, c'est le lieu où vous habitez dans les Vosges, ce lieu extrêmement retiré, au bout du chemin. Bambois, c'est un premier texte écrit en 1973. Donc, quelle est la part autobiographique de vos romans? Parce que des gens comme Sils, comme Niels, comme Thomas... Oui, bon, voilà, ce sont les mêmes, ou bien comme Pamina, ou Mélu, ou d'autres. Oui, la part autobiographique, pour moi, elle est nécessaire. Je ne saurais pas écrire quelque chose que je n'ai pas ressenti, quelque chose que je n'ai pas vécu par expérience, quelque chose dans quoi je n'ai pas été plongée et qui ne m'a pas bouleversée ou émue, qui ne m'a pas traversée. La vie qui ne m'a pas traversée, je ne saurais pas écrire. Donc voilà, ce qui n'empêche que je fais une très nette distinction, une fois la part vécue, les notes prises, entre ce qui est noté et ce qui est ensuite le roman, qui rebouleverse tout et qui reprend tout, et surtout qui est une reconstruction du réel. Et la question que je me pose à chaque fois, le réel existe-t-il?
tout n'est-il pas transformé de toute façon à partir du moment où l'on écrit, où l'on choisit, où l'on met, où l'on prend, où l'on reconstruit. Et tout me paraît finalement comme un rêve, même la réalité. La réalité n'est-elle pas un rêve? En tout cas, Attendez, c'est ce que les jumelles m'ont dit. C'est ce que les jumelles m'ont montré. Oui, les jumelles, alors Les on va venir. oui, Hein. Mais oui, les jumelles. Sur les jumelles, Oui. et c'est les jumelles de votre père d'ailleurs, me Oui, semble-t-il. Hein. non, dans un autre livre, un autre personnage. Dans un autre, voilà. Oui. La langue des oiseaux, je lisais ça le week-end dernier, on y reviendra tout à l'heure, mais sur l'écriture, la narratrice dit, on me demande parfois, d'où écrivez-vous? Moi, c'est à partir de mes cicatrices d'ailes. Écrire, c'est sans doute cela, avoir possédé des ailes autrefois. Est-ce que vous avez possédé des ailes autrefois, Stéphane Fier? Non, je suis très terre à terre, donc j'ai jamais volé, ni voulu voler, ni avoir eu envie de voler. En même temps, vous avez une Je vie... suis très pragmatique en fait, je suis très influencé par ma culture entre guillemets chinoise et ma vie chinoise. Et donc non, j'ai peu d'élan métaphysique ou philosophique, aussi bien dans ma vie que dans mes romans d'ailleurs. Claudie, les grands cerfs, ce n'est pas la première fois qu'ils apparaissent dans vos livres, mais c'est la première fois où ils sont l'incarnation, hein, ou le symbole d'un rapport complet à la nature. Qu'est-ce qui fait que vous les avez cette fois rencontrés à ce point, au point d'écrire ceci? C'était devenu une obsession, contempler des cerfs. J'aurais aimé approcher leur présence, connaître leurs pensées, pénétrer leurs méditations, dormir dans leurs yeux, écouter dans leurs oreilles, me glisser dans leurs mufles, être leur salive, verdie du suc des herbes, frémir sous leur pelage, bondir dans leurs muscles, m'enfoncer profondément dans leurs sabots, dans leur fond d'expérience, parcourir le temps qui existe et le temps qui n'existe pas, nager dans les vapeurs qui montent des prairies ou dans celles qui montent des grottes, 5 cerfs nageant dans la brume aux parois de Lascaux, porter le poids de leur couronne, connaître une seconde, une seule, leur souveraineté, le mêler aux branches des forêts traversées, ne plus savoir si je suis cerf ou forêt, en train de nager, de bondir, d'exister, dites-vous. Vous êtes à ce point, vous, universel, faisant partie de la nature. C'est ce vers quoi je prends plaisir, oui. Et même j'ai besoin de sortir. J'ai besoin de sortir de mon humanité, j'ai besoin de m'élargir. Et de m'élargir de ce qui m'entoure et de ce qui me prolonge. Parce qu'il n'y a pas de frontière entre les humains et les non-humains, il n'y a pas de frontière du tout. C'est l'un des grands thèmes du livre. C'est un des grands thèmes du livre. Alors pourquoi je me suis intéressée aux cerfs? Déjà parce que dans la survivance, en effet, j'en ai parlé un peu. Et que j'ai trouvé que c'était un thème qui méritait d'être complètement amplifié, devenir le sujet d'un livre. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Parce que je me suis aperçue que nous nous sommes installés là-haut, dans un écart, ni près d'un village, ni tout à fait non plus dans la forêt, entre les deux. Nous nous sommes installés dans un écart et j'ai remarqué que nous étions arrivés. Quand vous dites nous sommes, c'est vous et votre compagnon? Oui, oui. Nous nous sommes installés là et que nous avons fait une arrivée en même temps que les cerfs ont fait un retour. Un retour après une quasi-extinction de leur espèce au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Et que j'ai assisté en 10 ans à leur retour et à leur quasi-disparition. Alors c'est là, c'est une sorte de choc, de prise de conscience. J'ai décidé de parler pour eux. Et vous dites ceci par rapport, donc c'est à la fin des années 60 que vous vous installez oui. tout là-haut, hein, oui. donc oui. à Bambois, oui. et vous écrivez ceci, et là je pense que c'est très autobiographique. Donc oui, quitter la plaine pour les montagnes a été une décision poétique, un bond poétique. Plus tard, dans les universités, on a appelé ça se déterritorialiser. Exactement, hein, mais c'était ça, mais c'est ça. Et nous sommes même devenus, si le mot est étrange, c'est très juste. Nous sommes devenus des Maharajas solitaires au sommet de la montagne, des Maharajas de la pire espèce, d'après Charlie Hebdo, des Maharajas émerveillés,
en pleine illusion lyrique, et l'émerveillement, ça, Charlie ne supportait pas, car en plus nous étions des Maharajas sans eau courante, sans chiottes, sans salle de bain, qui se moquaient de l'arrivée des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des lave-linges, de la viande à tous les repas, et du nous politique, lui préférant le jeu singulier, qui avait refusé la société et l'ennui, parce qu'à cette époque, la France s'ennuyait. Pompidou, hein, 60... Oui. Bon, Oui. voilà. Les biens sont pontés dans le monde, les orties. Rassurez-moi, aujourd'hui, vous avez une douche quand même. Ah oui, bien sûr. J'ai vu un documentaire sur vous, parce que vous êtes aussi artiste plasticienne. Oui. C'est plutôt... C'est beau. c'est beau, La maison est belle. la maison est belle. Elle est simple, mais elle est belle. Alors, les grands cerfs, je voudrais vous montrer un premier sujet. Nous sommes dans les Ardennes et nous sommes en 1975. Donc on a choisi ces années-là parce que ce sont vos premières années d'installation. Hein. 65. 65, enfin, c'est la même époque, hein. On est à 40 ans de distance. Et donc le parc de Belleval appartient à la fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature, créée en 72 par François Sommer et son épouse Jacqueline. Il a servi à l'époque aussi à la réintroduction du cerf, qui avait disparu de la région depuis de nombreuses années. Extrait. Mais si nous avons choisi de venir à Belleval à cette époque-ci de l'année, c'est que le mois d'octobre est un mois très important dans la vie du cerf. C'est l'époque du brame. Le brame, nous avons demandé à Madame Sommer de nous l'expliquer. Est-ce que vous savez, vous, hommes, ce que c'est que d'être amoureux? Ah, je pense, oui. Mais d'être amoureux follement. Eh bien, imaginez-vous que vous ayez un amour fou et que vous n'ayez que 3 semaines pour l'exprimer. Le brame du cerf, c'est ça. C'est la folie de l'amour réduite dans le temps. Donc, c'est d'une intensité absolument extraordinaire. Et ce qui est très curieux, la nature est merveilleusement faite, c'est que les vieux cerfs sont en rut, sont amoureux, plutôt que les jeunes. Et les jeunes ne rentrent en rut que quand les vieux sont fatigués. Ce qui fait que dans le fond, pour les biches, c'est pas si mal. Hein. Après tout, elles ont toute leur aventure avec le vieux cerf, qui d'ailleurs est très fort, un peu brutal, ne peut pas les couvrir toutes. Et à un certain moment, le vieux cerf n'en peut plus. Et toutes celles qui n'ont pas été satisfaites, si j'ose m'exprimer ainsi, eh bien à ce moment-là, il y a les jeunes cerfs qui arrivent. On dit cerf, hein, Oui. et pas cerf. Oui. Bon. Qu'est-ce qui fait votre fascination et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette obligation d'y passer des heures, d'y passer des nuits dans les affûts, hein, pour les observer? Vous vous engagez corps et âme dans cette affaire et dans cette communion que vous voulez avec les cerfs. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est une manière de réagir à ce monde épouvantable, en tout cas fracassé dans lequel nous vivons? Ça aussi, c'est un des thèmes de vos romans. Systématiquement, ça apparaît, hein, ce monde qui tue l'humain. Hein. Oui, alors pourquoi je me suis intéressée aux cerfs? D'abord parce que nous sommes des voisins, nous sommes des contemporains d'un même monde. Il y a déjà ça. Ensuite, je me suis intéressée aussi aux cerfs parce que je les voyais. Le clan avait choisi le même lieu de retraite, de refus, de ronces, de friches que nous avions choisi. Et je me suis aussi posé la question, pourquoi le cerf? Mais peut-être parce que le cerf a une ramure assez extraordinaire, peut-être quelque chose de tellement extravagant que ça semble lui venir de la préhistoire, de l'époque des mammouths, de l'époque où le monde était encore sauvage et pris dans les glaces. Et parce que cette ramure, contrairement à d'autres, je ne vois pas quelque chose qui les branche sur un autre monde, comme des paraboles pour capter un autre monde. J'y ai vu personnellement quelque chose qui lui désigne au contraire des arrière-plans, des ronciers, des cachettes, et un moyen de nous relier
à ce que pour les autres est ailleurs, un ailleurs, et qui pour moi est ici même, où j'habite. Donc leur ramure formidable, leur couronne, est quelque chose qui nous indique la forêt, qui semble être une forêt au-dessus de leur tête, et qui nous remet sur terre, qui nous dit il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que celui-ci. En même temps, ce sont des rois qui ont peur, tout le temps peur, on les effraie. Donc, s'approcher d'eux, essayer de les voir était une manière peut-être de perdre ce qui fait l'effroi dans le monde animal, c'est-à-dire notre présence humaine. Il faut la cacher, il faut devenir invisible, il faut se mettre à l'affût, il faut même cacher son regard. Une fois, j'ai oublié de cacher mon regard, en tout cas Pamina a oublié de cacher son regard. Voilà, oui, voilà. Donc, on leur fait peur. Et il y a quelque chose là à creuser. On veut s'approcher d'eux pour rejoindre sans doute quelque chose d'une entente originelle, d'un état paradisiaque, complètement perdu, dont on se sent quand on fait un affût. Puis l'affût, c'est aussi quelque chose de magnifique. Essayer d'aller à leur rencontre, ça veut déjà dire avoir des vêtements dans un tiroir, les imprégner d'odeurs de la forêt, avoir des filets de camouflage, disparaître en tant qu'humain et attendre. Attendre. L'immobilité est le contraire de l'immédiateté à laquelle vous tenez tant. Apollon, un jour, il a débarqué, je ne sais pas d'où, je ne le connaissais pas. Il avait des bois très sombres, simples, peu ramifiés, avec des mètres andouillés très longs, extraordinairement longs et courbes, ouverts, magnifiques, comme une lyre. Exactement. La première année, il s'est tenu un peu à l'écart du clan. Il s'est rapproché de Wu quand Paris a disparu. Leur duo a duré 2 ans. Quand Wu, à son tour, a disparu, Apollon a pris le rôle de dominant naturel. Il est devenu l'héritier de Wu. Et ça fait 8 ans que je le suis. Il a connu tous les grands cerfs. Il est aujourd'hui le patriarche du clan, le sage. Alors, ce qui est évidemment communion absolue avec la nature et avec cette autre vous, hein, que vous décrivez, très trivialement et prosaïquement, la possibilité d'apprendre une quantité de mots de vocabulaire épatant, puisqu'il y a tout le vocabulaire qui va avec les cerfs, et qui n'est pas forcément à portée de main tout le temps. Mais je pensais à une chose, c'est ce que font, parce que vous les comparez à un moment, cette ramure, vous la comparez à un moment à une couronne d'Indien. Hein, oui, aussi une parure, oui. Une parure. Oui. Et il y a cette expression chez les Indiens d'Amérique, hein, dans leur cosmogonie, dans leur rapport à la nature. Ils montent sur la colline, ils regardent le ciel. En général, c'est le désert, donc le ciel est plutôt sympa. Et ils ont une expression qui s'appelle Mitakuye o Yasin, qui peut se traduire à peu près par « au nom de ce à quoi j'appartiens ». Donc c'est universel. Cela dit, votre communion avec les cerfs est magnifique, elle est magnifiquement décrite. Il y a Léo, qui est ce photographe qui vous initie à l'observation, qui vous initie à l'affût. Le maître, oui. Hein, mais il y a l'humain basique, oui. L'humain de boucherie, si j'ose dire, hein, puisque et donc ces cerfs aussi sont victimes de ce qu'on appelle les adjudicataires, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, combien on peut tuer d'animaux dans telle ou telle parcelle, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites de ça, de cette dimension presque polar? Cette dimension presque polar, ce négatif, ce noir, c'est ce que j'appelle le courant invisible du livre, et qui est une sorte d'initiation à laquelle le rôle de Léo n'est pas... Oui, le rôle de Léo n'est pas anodin. C'est le sujet du livre, c'est la tension du livre. Il y a quelque chose qui amène... Léo, c'est le photographe. C'est le photographe animalier. C'est le photographe animalier. Oui. Il a la trentaine. C'est lui qui vous... Un passionné. Hein, un passionné. Il vous trompe aussi à la fin. Ouais. Il semble me trahir, mais à mon avis, c'est plus compliqué. D'accord. C'est plus compliqué que ça. Et je pense qu'il a un rôle dans sa trahison. Sa trahison me concerne très fortement. Il est aussi du côté des 4-4 et il est aussi... Voilà, il est compromis. Ou disons qu'il ne peut pas se passer de compromission, ce qui est différent. Curieusement, Léo, le photographe animalier, a besoin de faire pacte avec ceux qui tuent les cerfs, avec ceux qui les tirent.
c'est un pacte un peu pervers, mais il ne peut pas s'en passer. Et je dirais que le rôle de Léo qui m'amène vers cette chambre interdite, celle de Barbe Bleue, qu'on retrouve d'ailleurs, paraît-il, je n'avais pas fait attention à ça, dans La Survivance, il y a déjà une cabane avec du sang. Le rôle de Léo, souterrain, invisible, que j'ai voulu comme ça, un peu secret, pas trop compréhensible tout de suite. Le rôle de Léo est de m'amener à ça. Il n'est pas question que j'oppose mon innocence, que j'oppose mon harmonie, que j'oppose quelqu'un qui est pur à quelqu'un qui ne le serait pas. Je pense qu'il m'amène à ça, à quitter le piège que pourrait être le besoin de pureté et se sentir à l'abri et innocent. Alors que nous sommes tous compromis. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le livre, est important et qui est mené par la collection d'œufs d'oiseaux photographiés, où chaque perfection de ces petits œufs d'oiseaux est transpercée d'un trou. Il m'emmène aussi à la prise de conscience de la souillure de la clé, comme dans Barbe Bleue. La clé que Pamina a touchée, qui ouvre la cabane, la clé est tombée dans le sang et elle n'arrive pas à l'enlever. Et Pamina n'arrive pas à l'enlever de ses bras. Donc voilà, j'ai voulu éviter le piège de cette fameuse harmonie et pureté de la nature. Vous avez avec votre compagnon une ânesse? Oui. Quel est son nom? La première ânesse s'appelait Utopie, vraiment, dans la vie. La seconde s'est appelée Avani, mais elle est morte. Avani? Avani, oui, Avani. Mais elle est morte ce printemps. Je voudrais vous montrer un petit exemple, et ça nous amène tout doucement à la suite de la conversation sur le livre de Stéphane Fier. Je voudrais vous montrer un petit exemple de voisinage pas toujours facile. On est en Normandie, et ça va bien avec les personnages que vous décrivez, et vous Stéphane, et vous Claudie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été urbains, et qui à un moment se sont installés à la campagne. Et regardez, donc, cette jeune femme s'est installée en Normandie, dans les prés salés, pour élever des moutons. Et ce n'est pas évident, alors qu'on essaie de revenir à des choses qui étaient extrêmement traditionnelles dans l'élevage, notamment des moutons noirs, ce n'est pas évident de réintroduire ça quand le paysan actuel ne l'entend pas de cette oreille. Extrait. Mandela est mon bélier noir. Alors quand j'ai acheté ce bélier noir, il ne s'appelait pas Mandela. Je crois qu'il avait un nom anodin comme chocolat. Mais il est devenu Mandela à la suite de son introduction dans mon troupeau, qui est un troupeau qui pâture des zones collectives avec d'autres éleveurs. Et les autres éleveurs de moutons, en voyant ce bélier noir, ont craint que mon bélier noir saillisse leurs brebis blanches. Et ils ont trouvé que c'était épouvantable et que ça allait atténuer la pureté de leur troupeau. Donc ils ont essayé de tuer ce bélier. Et n'y arrivant pas, ils ont fini par le rapter et le séquestrer pendant 4 mois. Mais quand j'ai voulu porter plainte et récupérer mon bien, la gendarmerie n'a pas voulu prendre ma plainte au motif que c'était moi qui faisais de la provocation gratuite aux braves gens du coin. Et que c'était moi la fautive, puisque tout le monde sait qu'un mouton c'est blanc, et qu'introduire un bélier noir, c'est quand même dans l'intention de nuire, d'après eux. Donc c'est un combat qui a duré 4 mois, juste pour que j'arrive à faire reconnaître qu'on m'avait piqué mon bélier. Et la gendarmerie a fini par aller le délivrer suite à une perquisition chez une éleveuse voisine. Et ils m'ont restitué Mandela, qui a obtenu son nom ce jour-là. Donc je l'ai appelé Mandela parce que j'ai trouvé que c'était un symbole assez, peut-être un peu réducteur, mais assez parlant, voilà, d'une forme d'incompréhension culturelle. Voilà, ça peut paraître anecdotique, mais c'est extrêmement révélateur de tensions qui se créent et qui, de mon point de vue, sont très proches de ce rapport que vous entretenez avec Léo, qui est l'ambivalent, hein, et puis avec les chasseurs que vous rencontrez aussi, et puis qui est aussi, c'est aussi intéressant parce que ça vous fait, vous, évoluer. Vous écrivez à un moment... Oui. Et voilà pourquoi je suis pour le loup, je suis pour le renard et je suis pour l'hermine qui décapite en une nuit d'hiver toutes les poules. Leurs têtes ont disparu, reste du sang mêlé à la boue et ma violente horreur, ma violente joie. Je pourrais décapiter un poulailler, je pourrais transformer en mini-tornade déraciner un village. Évidemment, on m'aurait brûlé au 15e et encore au 16e et au 17e et au 18e. Et pourtant, en y réfléchissant,
je nuance mon propos, je suis pour les brebis et pour le loup, pour les humains et pour la tempête. Oui, Qu'est-ce exactement. Qu'est-ce à dire ou qu'est-ce à écrire Qu'est-ce à dire? quand vous dites ça? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que vous êtes vous mettez de l'eau Que j'aime autant, je chéris autant les humains déjà que les animaux. Et dans ce livre, je les ai placés sur le même plan. Il y a des humains et il y a des animaux qui ont des noms et des humains qui ont des noms. Je n'ai pas voulu de barrière. Et je pense que ce que j'ai voulu dire quand je suis pour le loup et que je suis pour les brebis, que le monde est une perfection. Là, je cite Spinoza, pardonnez-moi. Je termine parce que je voulais terminer le chapitre et le paragraphe. Ce serait dommage de saquer les assassins, tout comme ce serait dommage de saquer les poètes. Ne simplifions pas le monde, laissons chanter les poètes assassins, ne les pendons pas, ayez pitié, pauvres de nous. Bon, voilà comment s'achève ce chapitre. Oui. Et là, j'ai une dernière question. Où vous sentez-vous mieux? Vous avez un très beau travail de plasticienne aussi, donc qui a forcément à voir avec la nature, qui a à voir avec les herbes. Il y a toute une série. Alors c'est les Lucretiana, ou les bibliothèques en cendres, par exemple. Où est-ce que vous vous sentez le mieux? Est-ce que c'est forcément les deux en parallèle ou Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Je pense que les arts plastiques, ça a été mon métier. Voilà, les écrivains ont parfois des métiers. Et les arts plastiques ont été mon métier. J'ai gagné ma vie comme ça. Et mon indépendance et ma liberté, comme ça. L'écriture, c'est autre chose. Et tout en étant la même chose, c'est moins physique. Donc en ce moment, l'écriture, c'est quelque chose qui me permet d'affronter moins le poids des presses, le poids des herbes à transporter. Mais je me sens d'ailleurs tout aussi bien dans mon jardin. Simplement, le jardin qui est sous la maison et à faire des semis de salade. À faire des semis des semis de salade. Claudie Hunsinger, on vous retrouve également dans les lectures d'Alexandra. Et vos autres livres. Je voulais conseiller dans vos livres La langue des oiseaux, qui est aussi une manière de fiction et un style très, très intéressant, puisque la poésie, là pour le coup, se retrouve dans les annonces de mise en vente sur eBay d'une japonaise. Bon voilà, mais là il y a toujours des trouvailles qui existent. Elle existe. Et elle existe. Elle existe. Et vous posez aussi la question, comment est-ce qu'on vole une vie pour la mettre dans un roman? Oui. Ça, c'est sur ce livre-là. Stéphane Fier, qu'avez-vous entendu de votre voisine? Là, ce qu'elle vient de dire depuis l'admire. Qu'est-ce que vous retenez? Alors moi, je ne suis pas du tout dans l'anthropomorphisme. Et donc, je ne vois pas de lien entre les cerfs et nous. Entre les cerfs et nous. Ce sont des animaux, nous sommes des êtres humains. Et c'est pas du tout une critique contre autrui. Au contraire, que j'ai adoré. Mais ceci dit, ma position à moi, je ne vois pas l'animal sauvage et d'un animal sauvage. Nous sommes des êtres humains et je vois pas. Je n'arriverai pas à me mettre à la place de quelqu'un en disant ah bah tiens, je veux être les pensées du cerf ou du loup, la méditation du cerf ou du loup. Alors, c'était un propos conservateur que je vous tiens, très traditionnaliste. La nature, je la connais très peu, en fait. Moi, je suis un héros rural pur porc et tout, donc je peux pas... Je connais rien de la nature, je connais rien des animaux, ou très peu. C'est une petite expérience que j'ai depuis quelques années, c'est tout. Mais il y a vraiment une différence entre un être humain et un animal. Et moi, je ne m'imaginerais pas penser à un animal comme un être humain. Un arbre, c'est un arbre, un cerf, c'est un cerf, un loup, c'est un loup, une brebis, c'est une brebis. Je ne m'imaginerais pas en train de me mettre à la place de la brebis et me disant à quoi elle pense, à quoi elle réfléchit, quelles sont ses pensées pour la journée, qu'est-ce qu'elle va faire. Oui, donc personnellement, je comprends très bien, hein, j'ai aucun souci avec ça, mais je ne suis pas du tout dans cette optique. Et moi, la nature, si vous voulez, c'est juste
Un lieu. Un lieu, quoi, voilà. C'est pas, je ne suis pas encore au stade. Bah, alors vous êtes dans la nature depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi, j'y suis que depuis 4 ou 5 ans. Et donc, je n'ai pas ce lien, si vous voulez, privilégié, romantique, ça va venir, spirituel, charnel avec la nature. Ça va venir, encore. On va en parler dans une seconde. Pause musicale dans cette émission. On continue la conversation avec Laurent Coulondre, pianiste, organiste de jazz, l'un des plus impressionnants de la jeune génération. Nouvel album, il rend hommage à Petrucciani, c'est l'un de ses maîtres. En voici un aperçu avec She Did It Again, Take the E-Train. Jérémy Bruyère est à la contrebasse et André Ceccarelli est à la batterie. Musique. Vous aimez le jazz, Stéphane Pierre? Pas vraiment non plus, je suis plutôt boogie-woogie moi. Ah bon, d'accord. Je voudrais qu'on vienne un mot, j'en ai dit un mot dans le sommaire tout à l'heure, mais votre parcours est quand même assez étonnant. Vous n'étiez pas romancier au départ, vous avez été en Chine, vous avez épousé une Chinoise, vous avez repris des études alors que vous aviez créé une société à Los Angeles, vous êtes diplômé d'Harvard en chinois, si je ma mémoire. J'ai une maîtrise de sciences politiques enfin un Master of Arts en sciences politiques dans le département d'études chinoises d'Harvard. Qu'est-ce qui exprime, enfin, aujourd'hui vous avez une soixantaine d'années. Oui, pas encore, mais bientôt. Qu'est-ce qui explique cette... alors je pourrais dire, pour vous taquiner, je pourrais dire cette instabilité, mais je dirais plutôt éclectisme. Qu'est-ce qui fait qu'on vous trouve dans des registres différents, c'est-à-dire à la fois patron,
à la fois romancier, ou en tout cas, quand je dis patron, c'est-à-dire entrepreneur, romancier. On vous trouve en Chine, aux États-Unis, à Paris, et aujourd'hui à Montbard. Montclar, à ouais, Montclar, voilà. un petit hameau complètement perdu en moyenne montagne en Haute-Loire. Et donc comment je suis passé de Los Angeles à Pékin, mais en fait je suis un peu arrivé, enfin moi je suis aussi en moyenne montagne, dans un hameau complètement isolé aussi, complètement perdu. La Haute-Loire, ça peut être très dur. Bah, ça l'est, oui, le climat est assez violent. Pierre de Lose. Et oui, et bah, d'ailleurs la première année où je suis arrivé, il n'y avait pas de chauffage dans la maison, et en hiver en tout cas parce que j'y vais à l'année là-bas. Et les vitres étaient couvertes de givre, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ah oui, c'est à l'intérieur, c'est notre bébé. Voilà. Et donc, mais depuis, bon, j'ai un petit peu évolué. Et donc, vous me reprochez, enfin, entre guillemets, mon éclectisme, non, mais voilà, mon instabilité. Non, j'essaie de... Je suis psychologiquement instable. Pas du tout. Pas du tout. On est dans la libre associée. Non. Oui, non. Non, mais non, c'est ce parcours qui est quand même très varié et qui vous fait, qui vous a fait. Enfin, vous avez vécu des années à Shanghai, vous avez vécu pendant des années à Pékin, et aujourd'hui vous vivez dans un bourg de moyenne montagne. En fait, c'est pas vraiment de l'éclectisme, c'est juste des hasards de la vie. Des hasards de la vie, quoi. Et donc, je suis parti de France très tôt, à 24 ans. Je suis allé vivre à Taïwan pour apprendre le chinois et travailler dans une entreprise d'import-export taïwanaise. Ensuite, je suis parti aux États-Unis tout à fait sur un coup de foudre pour monter une boîte dans le vêtement. Je suis resté une dizaine d'années à Los Angeles. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai pensé qu'il y avait peut-être autre chose à faire que d'être entrepreneur, de diriger une grosse entreprise, parce que ça marchait très bien. Donc je l'ai vendu et je suis allé faire des études de chinois à Harvard. Et pourquoi de chinois? Parce que je parlais chinois depuis déjà une dizaine d'années. Je vivais quotidiennement dans le monde chinois puisque ma femme était chinoise, nos amis étaient chinois et on vivait dans la diaspora chinoise à Los Angeles. Ça c'est typique aussi de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec les expatriés, vous êtes dans la culture. Ouais, je suis dans la culture. Dans la culture du lieu. Enfin, c'était comme ça, je veux dire, c'est pas quelque chose que c'est pas une volonté de ma part de vouloir m'intégrer, c'est simplement, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Ma femme était chinoise, je parlais chinois, on mangeait chinois, je rêvais en chinois. Tous nos amis étaient chinois et on vivait dans la diaspora chinoise à Los Angeles. Qu'est-ce qui a fait votre fascination, parce que vous connaissiez le chinois depuis 10 ans, qu'est-ce qui a fait votre fascination pour cette langue? D'abord, c'est une langue qui est très belle. Le mandarin c'est une langue absolument magnifique. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours, alors c'est un peu plus compliqué, quand j'étais en France, j'avais tous les codes de mon milieu, les codes chez les jésuites, de Sciences Po, de la bourgeoisie lyonnaise, etc. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être un peu en dehors, d'avoir ces codes, mais en même temps de pas... Don't fit in, j'étais pas à ma place, quoi, en fait. Et c'est très curieusement, en arrivant à Taïwan, je serais arrivé sur la Lune, ça aurait fait le même effet, mais j'avais l'impression d'être chez moi. Et donc au milieu de cette vie chinoise que je ne connaissais pas, il y avait des caractères chinois partout, je ne comprenais rien. Des gens qui mangeaient d'une manière bizarre, qui parlaient d'une manière bizarre, et en même temps, je me suis senti chez moi. Et donc, j'ai une espèce, depuis lors jusqu'à maintenant, une espèce de fascination, pas une fascination, mais comment dirais-je, une envie, quoi, voilà, de rester dans ce milieu-là. Et donc, je suis resté dans ce milieu-là, j'ai épousé une Chinoise, j'ai vécu chinoisement, etc., si je puis dire. Et donc, c'est ce que je vous disais, pourquoi vous me posez la question, pourquoi je suis allé à Harvard? C'est parce qu'après une dizaine d'années d'avoir travaillé, vécu, parlé chinois, etc., je ne connaissais rien de la civilisation chinoise, en fait. J'avais simplement une connaissance quotidienne, mais je ne connaissais rien de son histoire, de sa culture. Et donc, j'ai voulu faire des études, justement, de chinois pour comprendre un peu mieux ce qui se passait. Et ce monde dans lequel je vivais, d'où il venait, qu'est-ce qu'il était, quoi. C'est un quiz, hein. Donc vous avez écrit en anglais une thèse sur l'évolution de la composition du comité central du Parti communiste chinois de 78 à 92. Comment est-ce que vous traduiriez le titre de votre thèse en chinois? En chinois? L'évolution de la composition du comité central du Parti communiste chinois de 78 à 92. Comment ça se traduit en chinois, ça? Je l'ai écrit en anglais, cette thèse, je ne l'ai pas écrit en chinois. Donc là, vous me posez un piège. Non, sinon, en chinois, bon, je ne sais pas, je suis heureux de venir dans cette émission qui a une telle réputation. Comment vous diriez ça? 怎么说呢？要说就说吧。那么，我想今天很高兴到你们的这个，很高兴你给我这个机会来给你们介绍一下我最近写的这本小说。
Donc je vous ai dit que j'étais très heureux de venir ici. Je ne savais pas exactement de quoi vous en parler, mais je suis très heureux de venir vous expliquer mon dernier roman. Alors, le dernier roman, parce qu'il y en a quelques-uns avant, vous avez été publié chez Métayer, aujourd'hui vous êtes publié chez Phébus. Il y a quelque chose qui est extrêmement impressionnant dans vos romans, que ce soit dans La campagne n'est pas un jardin, ça c'est le dernier chez Phébus, c'est la quantité d'informations que vous y mettez. Et donc je me disais, comment est-ce que vous documentez à ce point ? Que ce soit sur La campagne n'est pas un jardin ou Camarade Wang. Sur le monde rural. Je me dis, est-ce que c'est un sens de l'observation? Est-ce que c'est un sens de la documentation? Je pense que les écrivains, c'est des éponges. Et donc, on enregistre, on lit, on entend, on écoute, on fait parler. Et tout ça rentre à l'intérieur de notre cerveau. Et à un moment à un autre, ce qu'on a pu entendre, lire, écouter, enregistrer ressort d'une manière ou d'une autre dans un livre. Et en fait, ma période chinoise, si je puis dire, j'avais une petite connaissance du monde chinois, et cette petite connaissance m'a servi un peu de terreau, si vous voulez, sur lequel l'imagination pouvait se développer. La même chose avec le monde rural. Le monde rural, j'habite dans le monde rural depuis 4 ou 5 ans, et là aussi, encore une fois, le principe de l'éponge, j'ai beaucoup parlé avec les gens, je les ai entendus, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai écouté, etc. Et cette petite connaissance, vraiment, là, sur le monde rural, ma connaissance est vraiment minime. Ça sert encore une fois de terreau sur lequel peut germer l'inspiration. Oui, alors après, il n'y a pas besoin vraiment de se documenter. Je n'ouvre pas des livres, je ne vais pas en bibliothèque pour ça. Enfin, si vous allez en bibliothèque. Alors je travaille en bibliothèque, oui. J'ai écrit mes romans. Tous mes romans ont été écrits en bibliothèque, sauf les 2 derniers. Alors c'était un rituel en fait. Oui. Les 2 premiers, je les ai écrits à la bibliothèque de Shanghai. Il y en a 2 autres que j'ai écrits à la bibliothèque de Pékin. Le 5e dont vous parlez, le Camarade Wang, je l'ai écrit dans la salle des fêtes de mon petit hameau, enfin de mon petit village, où le maire m'avait laissé l'autorisation d'aller travailler là-bas. Et d'ailleurs, j'y montais en hiver en raquette, parce que l'endroit où j'habite est assez éloigné du village. Donc bref, j'y allais en raquette. Et le dernier a été écrit chez moi, justement, et non pas dans une bibliothèque où j'avais toujours... Enfin, écrire, c'est un peu rituel, en fait. Je pense que vous seriez d'accord avec moi. On a besoin d'une discipline, d'une routine. Et moi, ma routine, c'était travailler en bibliothèque. Bibliothèque parce qu'il y a une espèce une atmosphère un peu érudite, silencieuse, calme. Et donc, on a besoin, quand on écrit, d'être dans ce genre d'atmosphère. Je ne pensais pas la retrouver ailleurs que dans une bibliothèque. Et finalement, je l'ai retrouvée chez moi. Vous êtes en rituel aussi sur l'écriture? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Avec des notes? Je pars de notes. Et le temps où j'écris vraiment, où je cherche la construction, les idées, les pages à partir de notes, là, peut-être le rituel, c'est de me lever très tôt, à 4 heures du matin. Parce que c'est un moment qui n'est pas encore... On n'est pas encore plongé dans notre apparence. La campagne n'est pas un jardin, c'est un champ de bataille, un camp retranché. Ça, c'est la dimension humour de votre travail, que ce soit avec Camarade Wang ou avec cette campagne aussi. Alors, pour essayer d'introduire votre livre, je vous propose quelques exemples de néo-ruraux, puisque le cœur, c'est la néo-ruralité, le cœur de votre livre. Donc on a retrouvé un document de 88 et 82. Hein, ça se passe dans les Cévennes. C'est France 3 Pyrénées Midi Magazine et France 3 Pyrénées, la région au présent. Regardez ce que disent à cette époque-là les néo-ruraux. On a participé au mouvement de 68, ça correspondait à nos positions, à notre élan, à nos envies, à tout ce qu'on pouvait avoir, toutes ces envies de changement, de renouveau. Puis il y a des articles dans la presse qui relataient des expériences aux États-Unis, dans les pays scandinaves. Ça a fait tilt. Et on a essayé de faire autre chose, puis un jour on est parti. On gagne 3 fois rien, mais on est content d'être là. Le problème, il est uniquement au niveau du choix. Combien il y a de gens qui viennent ici en chialant, oh là là, qu'on ferait bien comme vous. Ils sont qu'à le faire, ils ont leur maison dans le village. Le problème, c'est qu'ils ont un salaire régulier à Toulouse, ils ont la paie à la fin du mois, ils ont des points pour la retraite. Bon, il y a des jours où on s'emmerde quand il pleut, mais il y a des jours quand il fait beau, on est vraiment content. Voilà, c'est tout. Hippie, c'est les gens qui nous appelaient comme ça parce qu'on a les cheveux. Hein. C'est tout. Ben, je crois que c'est tout pour eux. Hein. Maintenant, nous, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire être hippie? Je sais pas. Quoi.
Mais ça veut bien dire que les cheveux longs, il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans, ça voulait dire beaucoup de choses, quoi. Ça voulait dire se démarquer d'un système qu'on refusait. Voilà, voilà un peu les néo-ruraux tels qu'on les imagine. En fait, vous aussi, vous avez presque une approche sociologique ou d'entomologiste par rapport à... Alors plutôt entomologiste que sociologue. Ouais. Sociologue, hein. Je ne suis pas du tout sociologue Ouais. ni journaliste, hein, je ne fais pas d'enquête. Mais par contre, alors, quand on parle des néo-ruraux, ça recouvre un éventail de gens absolument prodigieux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un néo-rural, il n'y a pas... Bon, ceux dont lesquels je parle dans mon bouquin, c'est plutôt une communauté de néo-ruraux, plutôt aisés, plutôt artistes, plutôt intello, plutôt cultureux, quoi, si vous voulez. Qui n'entend pas non plus faire un... c'est pas tout, je ne parle pas de tous les néo-ruraux, c'est un parti pris d'une certaine catégorie de néo-ruraux. Et pourquoi le titre « La campagne n'est pas un jardin », en fait, c'est parce que souvent, dans la mentalité des néo-ruraux, la campagne, c'est quelque chose d'idéalisé. C'est quelque chose qui doit être propre, c'est quelque chose qui doit être embelli, c'est un espèce de décor. La campagne, c'est un élément décoratif. Et donc, cet élément décoratif doit être taillé, entretenu, dorloté, et dans lequel il ne doit y avoir aucun bruit. Pas de bruit, pas d'odeur, rien qui puisse rappeler. Alors voilà, donc c'est justement, c'est ça, c'est la critique qu'on peut faire à travers le bouquin. Le titre « La campagne n'est pas un jardin ». Les néo-ruraux, ces néo-ruraux-là cherchent une campagne où il n'y a pas de bruit, pas d'odeur. C'est-à-dire pas de chant de coq, pas de bouse de vache sur les routes, on n'entend pas les cloches de l'église sonner, on n'entend pas les chiens aboyer, ce genre de choses. C'est un monde un peu idéalisé, si vous voulez, qui n'est pas que pour les agriculteurs ou les paysans, pour les locaux, les autochtones, si vous voulez, les natifs, les villageois de souche, c'est quelque chose d'absolument ridicule, en fait. Et donc, souvent, la cohabitation de ces deux mondes, ça marche pas. Ils ne se comprennent pas. Il y a une incompréhension mutuelle. Antoine est votre narrateur. Antoine est né à Dorlange, qui est le village que vous choisissez. Il est allé aux États-Unis. Et il est revenu et il est chroniqueur pour la Gazette locale. Et il écrit ceci, par exemple. Dorlange revit parce que des alternatives s'y sont implantées. Enfin, des transplantations réussies. 4 familles ont réussi cette gageure. Le symbole de cette renaissance, les mamans conduisant leurs poussettes sur les chemins autour de la place ou de l'église et excursionnant à vélo le long des petites routes communales avec les enfants assis derrière dans les remorques. Leurs cris quand ils jouent près de la fontaine, la boulangère et l'épicier itinérant montent maintenant 2 fois par semaine et le facteur tous les jours. Le maire parle de rouvrir l'école du village. Quand on étudie cette mini-communauté en circonscrivant cette analyse au seul village de Dorlange sans ses hameaux, on s'aperçoit cependant de sa toute relative diversité. Il s'agit de gens aisés, ces classes moyennes supérieures ou supérieures tout court, des retraités bien lotis, des bobos parisiens, des néo-ruraux stricto sensu, profession libérale ou artistique, 2 habitants de souche, un couple de hippies 3e génération, d'authentiques alternatifs, 2 étrangers des Hollandais et très à l'écart des classes populaires. Voilà un peu le village. Est-ce que, je trouve que vous hésitez dans votre livre, et après on va parler de ce qui fait son, comment dirais-je, qui fait la grande affaire de Dorlange, mais je trouve que vous donnez parfois l'impression d'hésiter à tomber dans l'humour. C'est-à-dire que vous êtes plutôt dans le bonbon acidulé que dans le véritable humour, comme on peut trouver chez Tom Sharp, par exemple. Alors qu'en même temps, c'est pas Cloche-Merle. Voilà. Et en même temps, c'est pas un roman pur et dur. On est toujours une espèce de regard comme ça, un peu distant. C'est-à-dire que, alors, je sais pas, si je saisis ce que vous voulez dire, en fait. Je ne porte pas de jugement moral sur mes personnages, ni sur les situations. Je trouve que c'est toujours... Enfin non, je trouve que c'est toujours... Donc il n'y a jamais... C'est mi-figue ni raisin. On a envie de rire parfois, et puis très vite, vous nous remettez... Alors à ce moment-là, on tomberait dans la caricature, quoi. Si vous êtes trop drôle d'un côté ou trop méchant de l'autre, forcément, les gens vont vous dire « Ah ben non, c'est pas vraiment comme ça, tu vas trop fort », ou alors « C'est pas du tout ça, t'as rien compris, quoi ». Et donc, alors peut-être qu'effectivement, je reste dans une demi-mesure. Mais c'est très intéressant parce que ça laisse toujours le lecteur en tension.
Hein, je pense que plus généralement, je porte pas, dans tous mes bouquins, je porte jamais. La morale a peu tout à fait, a peu à faire avec, dans tous les romans que j'ai écrits. D'une part, elle a peu à voir avec mes personnages, et surtout moi, en tant qu'écrivain, je ne porte pas de jugement moral. Je ne dis pas ton comportement est bien, ton comportement est mal, je les laisse agir, quoi, en fait, sans les restreindre par ce que moi, Stéphane Fier, j'estimerais immoral ou scandaleux ou quoi que ce soit. Non, je les laisse faire, voilà. Et la grande affaire de votre livre, c'est ceci. Hein, je suis page 9, il y a 400 pages. Je suis page 9. Elle quittait la maison pour gagner la voiture banalisée qui stationnait maintenant devant la grille du cimetière. La petite fille lui courut après en pleurant. « Albit arje beddi katir ». Elle se retourna et la regarda d'un air désolé. « Je ne sais pas ce que tu veux me dire, ma chérie. » La petite continuait à sangloter. Son père sortit à son tour dans la rue et vint la chercher. « Al-num bayayala tahali ». Il jeta un coup d'œil vers la dame en train de s'asseoir sur la banquette arrière. Il haussa les épaules comme si ce n'était pas très grave. « Vous voyez bien, ce n'est qu'une enfant. » Elle lui répondit d'une moue manifestant sans doute son impuissance, claqua la portière et lui fit un au revoir derrière la vitre. Et là, tout arrive dans cette communauté dont vous avez parlé il y a une seconde, c'est-à-dire que des réfugiés syriens... des demandeurs d'asile. Des demandeurs d'asile, exact, pardon. Des demandeurs d'asile, oui. Non, c'est pas la même chose. Non, mais bien sûr, en plus, il y a toute une entourloupe avec la préfecture, etc. Mais oui, des demandeurs d'asile arrivent à Dorlange. Donc là, ce qui se dit en arabe syrien, j'ai froid, je veux rentrer chez moi, viens, va te coucher, Baya. Voilà ce qui s'est dit là. Vous parlez arabe, donc? Oui, absolument. Wow. Non, ah bon, non, mais vous m'impressionnez. J'ai pu en apprendre un peu autrefois, mais j'ai quand même fait vérifier. Et surtout, il y a la traduction, donc voilà. Donc, voilà le cœur, voilà le nœud de votre roman. Et voilà tout son sérieux. C'est-à-dire que vous posez la question aujourd'hui, qui est encore posée par le président de la République, qui remet la question de l'immigration au cœur de tout, sans doute pour régler ses comptes avec une future élection où l'extrême droite serait encore... Enfin voilà, et là, votre livre est au centre, dit quelque chose de fondamental. Comment est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous observez ça, puisque, je vous retiens du début de cette émission, ce n'est qu'une fiction? Comment j'ai introduit des demandeurs d'asile syriens dans la... Et qu'est-ce qui fait que là où on pourrait avoir ce que je disais tout à l'heure, un bonbon acidulé, c'est-à-dire un regard un peu critique mais en même temps attendri sur la néo-ruralité, d'un seul coup arrive quelque chose qui rend ce livre politique? Alors encore une fois, c'est pas un parti pris dans la mesure où quand j'écris, je fais pas de scénario ni quoi que ce soit. J'ai pas entendu parler d'arrivée de demandeurs d'asile syriens autour de chez nous, autour de chez moi. Je pense que c'est venu comme ça, quoi. En fait, qu'est-ce qui fait qu'une communauté de néo-ruraux et de ruraux cohabitent sans se comprendre? Ils vivent au jour le jour, la nature humaine, les relations, etc., etc. Mais en fait, c'est l'arrivée de ces demandeurs d'asile syriens qui va dynamiter complètement les structures et les rapports au sein du village. Et donc ça m'a semblé être plus un élément dynamitant, si vous voulez, qu'une volonté, comment dirais-je, délibérée de faire intervenir quelque chose dans ce village. Alors après, il peut y avoir effectivement d'autres rapports avec le fait que, par exemple, ma fille ait fait des études d'arabe. Peut-être que ça m'a dit, ah bah tiens, je pourrais parler, parce qu'elle a fait ses études en Syrie, enfin en Jordanie à l'époque, dans le monde arabe. Peut-être que j'aurais pu... le fait qu'elle le parle, qu'elle le connaisse, ça m'a peut-être amené... Mais sinon, j'ai pas eu un souci de faire un livre politique, d'actualité ou quoi que ce soit. Je l'ai écrit en septembre, enfin je l'ai donné à l'éditeur en septembre 2018. On ne parlait pas vraiment encore de ce genre de choses, quoi. On commence à en parler, justement. Il y a de plus en plus de villages qui commencent à accueillir, dans la réalité, qui commencent à accueillir des villages ou des villes ou des gros bourgs, qui commencent à accueillir des demandeurs d'asile. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans créer des problèmes. Exemple, la ville d'Avranches en Normandie, qui accueille des demandeurs d'asile. Et là, nous sommes dans un reportage du 24 septembre 2016.
Mariam et Mahmoud Al-Safra sont les derniers arrivés au CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, avec leur petite Laram, 2 ans. À Avranches, les demandeurs d'asile sont logés dans des appartements HLM répartis à travers la ville. Arrivés en juillet dernier depuis la Grèce, Mahmoud et Mariam ont encore un peu de mal à réaliser que le cauchemar est derrière eux. Comme des milliers de Syriens, ils ont traversé la Méditerranée sur un bateau de fortune. Aujourd'hui, le statut de réfugié leur permet de chercher du travail. À Avranches, il y en a, mais ils ne sont pas sûrs de vouloir rester dans une petite ville. Parfois, j'ai des problèmes avec les gens ici. Parce que je crois qu'ils n'aiment pas le fait que ma femme porte... À cause du voile ? Oui, le voile. Ils n'aiment pas ça ici. Pour le chef de l'opposition municipale, la présence des migrants inquiète les habitants. Il y a un sentiment d'insécurité. Et là, on est, c'est vrai, davantage dans une appréciation subjective. Mais on ne peut pas empêcher les personnes de s'inquiéter. Vous la comprenez, cette inquiétude, vous ? Oui, je la comprends. Bien sûr, je la comprends parce que on vit dans un environnement extrêmement anxiogène qui est généré par des images de la télévision, principalement. Et il est difficile pour des personnes qui passent de leur écran de télévision à l'espace public, à la rue, de ne pas faire ce raccourci. Ah, c'est un débat sur lequel on pourrait... 2016, hein. Ouais. Et c'est tellement au cœur de votre livre, sans que vous vous rendiez compte, sans que vous le Alors vouliez. là, dans l'extrait que vous venez de diffuser, il parle de réfugiés. Hein. Les réfugiés, c'est des gens qui ont obtenu leur statut d'asile politique et donc qui peuvent rester à un endroit, y chercher un travail et gagner de l'argent. Les demandeurs d'asile, ils sont en général placés dans un bourg, dans un village, c'est pour une période de temps limitée, l'instruction de leur demande de demandeurs d'asile. Et ils n'ont pas le droit de travailler. Ils ont quelques euros par mois, ils sont logés nourris, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Et au bout de 6 mois, une fois qu'ils ont obtenu leur statut, théoriquement, ils repartent ailleurs. Voilà ce que ça donne dans votre livre, puisqu'un jour, dans l'église du village, on fait une réunion... Oui, alors pour préciser, en fait, dans le roman, c'est la préfecture qui décide de faire venir des demandeurs d'asile syriens dans le village, un village qui vote extrême droite. Et l'idée, en fait, c'est l'idée de la préfecture, c'est de montrer le vrai village de l'extrême droite, des gens intolérants et qui refusent l'autre, en gros. Voilà. Léa ne suspendit pas le fil de son discours. Donc là, les pour et les contre sont réunis dans une réunion pour apaiser l'affaire dans l'église du village. Et ça donne ceci. Léa ne suspendit pas le fil de son discours et le poursuivit sans tenir compte du ricanement hyéneux d'Annie Rastin. Rencontre avec l'autre, sans agressivité ni rejet, et c'est aussi une responsabilité morale que nous devons assumer, même si elle bouscule nos certitudes et nos... Elle fut interrompue à nouveau, bruyamment, par des clameurs, des poings brandis, avec les incontournables, les morts, dehors, réquisition, aberration, les indémodables, tous des violeurs, pas de terroristes dans nos montagnes, et un très inédit non au multiculturalisme, dont on pouvait se demander comment un concept aussi sophistiqué avait pu grimper jusqu'ici. Voilà. Vous réussissez quand même là à poser le doigt exactement là où ça fait mal. Vous êtes plus dans la drôlerie avec Camarade Wang. Ouais, je suis plus dans la satire. Ou dans la satire. Ouais. Exact, pardon, excusez-moi. Non. Avec Camarade Wang, Achète la France. Avant d'en parler, je voudrais vous montrer un sujet. Ouais. Voilà. En plus, il y a une mademoiselle Cheng dans la campagne aussi qui vient se frotter à la néo-ruralité. Mais je voudrais vous montrer un sujet de 2014 avec des Chinois qui investissent dans les vignobles français. Dans le Bordelais ? Notamment dans le Bordelais, ouais. Et notamment avec la famille Cheng. Daisy Cheng est la propriétaire du château Latour-Laguens. Fille d'un industriel, elle nous montre le domaine acheté en 2008, l'un des tout premiers investissements chinois dans le vignoble bordelais. Les investissements sont colossaux. Ce que veut l'investisseur chinois, une image de marque. Le château n'est plus seulement une propriété viticole, c'est une enseigne. 60 boutiques Latour-Laguens commercialisent la production, mais aussi toutes sortes de vins. Le petit château du Bordelais est devenu une marque, symbole de bon goût.
Aujourd'hui, 1% du vignoble bordelais est possédé par des Chinois. Mademoiselle Cheng veut transformer son joli château en centre d'œnotourisme, car pour elle, les Chinois seront de plus en plus des amateurs de Bordeaux. C'est beau. Et donc, les Chinois achètent des aéroports, achètent des terres. Entreprises. Ce que je remarque dans vos livres, il y a une thématique récurrente qui est le choc des cultures, que vous avez dans le réel vécu. Tout à fait. Évidemment. Et aussi cette manière de dire que ce qui est ridicule pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre, etc. Mais alors là, on parlait de cette satire. Comment est-ce que vous pouvez prolonger ce qu'on vient de voir avec la famille Cheng? Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'elle est investie en 2008 et qui est relativement tôt par rapport. C'est le début. C'est vraiment le début. Alors, pourquoi je me suis toujours demandé pourquoi les vins de Bordeaux ont une telle notoriété aux États-Unis. Enfin, pardon, en Chine. C'est révélateur. En Chine, alors que peut-être parce que c'était les premiers, peut-être parce qu'ils ont un goût particulier, etc. Vous savez que enfin, c'est une anecdote. Mais en même temps, il est adapté parce que dans certains vignobles, ils changent les cépages, etc., pour mieux correspondre au goût chinois. C'est le mot château. Il y a peut-être le mot château, effectivement, qui évoque quelque chose de grandiose, de magnifique, etc., aux yeux des Chinois. Il y a, encore c'est anecdotique, les vins de Bordeaux sont beaucoup copiés en Chine. Et vous savez qu'il y a un bateau qui avait été arrêté au large de Shanghai, je crois, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et dans les soutes du bateau, ils avaient trouvé des bouteilles de vin de Bordeaux, des bouteilles vides, dans lesquelles on remplissait avec une piquette locale ou je ne sais pas quoi. Et donc il y avait marqué en dessous château, je ne sais pas quoi, château bordelais, enfin bon bref, une copie quoi en fait. Je pense que ce qui est beaucoup plus important pour eux, c'est la notoriété, quoi. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, l'image de marque. C'est vraiment. En plus, la Chine peut apparaître aussi comme un pays de contrefaçon. Donc, elle l'est. Hein. Bon, voilà. Non, mais j'ai fait attention. Mais ceci dit, là, son vin de Bordeaux, je ne pense pas qu'elle va. Voilà. Elle arrivera peut-être à en tirer 50 000 litres, alors que normalement on en tire 10 000. Mais. Et puis il y a une deuxième question qu'on peut se poser quand on regarde ce que vous écrivez et dans les autres livres chez Métayer, c'est qu'est-ce qui fait cet appétit chinois pour l'Europe en général, ou en tout cas au-delà de l'argent qu'a créé l'évolution économique de la Chine, mais qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a une revanche par rapport à l'histoire? Je me disais, on les a dominés, donc c'est un retour. Voilà, j'adhère tout à fait avec ce que vous venez de dire. Il y a une revanche à prendre. Et une revanche à prendre sur le 19e siècle, ce qu'ils appellent les traités inégaux et le siècle de la colonisation après les guerres de l'opium. La Chine a été, entre guillemets, colonisée pendant une cinquantaine d'années, au maximum une centaine d'années. Quand on dit colonisée, il ne faut pas non plus s'imaginer que la Chine était colonisée en entier par les Occidentaux. 95% de la population à cette époque-là n'avait jamais vu de blanc. Ce qu'il y a d'extraordinaire pour eux et ce qui a eu, à mon avis, un impact fondamental dans l'inconscient collectif chinois dont on ne se rend pas compte, c'est que l'arrivée de ces Occidentaux-là, au milieu du 19e siècle, c'était des barbares. Et les barbares, les Chinois ont l'habitude de les côtoyer depuis plus de 2000 ans. Donc ils savaient comment traiter avec eux. Le tribut, le mariage, l'argent, les guerres. Et il y a un certain nombre de dynasties impériales, depuis moins 221, quand le premier empereur, là, celui des guerriers de terre cuite à Xi'an, a fondé l'Empire. Il y a des dynasties impériales qui ont été dominées par des étrangers, par des barbares. La fameuse dynastie des Tang, c'était des Turcs d'Asie centrale. Les Yuan, au moment de Marco Polo, c'était des Mongols. Et la dernière dynastie des Mandchous, les Qin, qui ont terminé en 1911, c'était des Mandchous. Mais ils se sont tous plus ou moins sinisés. Et donc il y a toujours eu, pour les Chinois, cette idée que les barbares, on les assimilait. Et voilà qu'arrivent des barbares venus d'au-delà des mers, donc nous les Occidentaux, des barbares qui, un, ne se sinisaient pas, et deux, qui demandaient l'égalité de traitement entre nations souveraines. Et ça, c'est quelque chose d'inimaginable pour un Chinois. Dans l'inconscient collectif chinois, si vous voulez, il y a toujours eu la civilisation, les Chinois, et puis les barbares en dessous. Il y a toujours eu un rapport dominant-dominé, supérieur-inférieur. Il n'y a jamais pu y avoir de rapport d'égalité. Et voilà que ces barbares
occidentaux, donc nous, on demandait l'égalité de traitement. Et c'est quelque chose d'absolument inconcevable. D'où la possibilité, un siècle plus tard, de prendre sa revanche, quoi. Voilà. Et à nouveau, c'est nous. Enfin, c'est mon interprétation. Oui, elle n'est pas tout à fait sujette à question. Ça correspond à la question que je vous posais. Et ce qu'on voit aussi très très bien dans votre livre, c'est que, c'est la trilogie Argent, pouvoir, sexe. Quoi. Bon, voilà. Donc je vous renvoie à Camarade Wang achète la France, c'est publié chez Phébus, qui est votre éditeur. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, alors le voilà. C'est une lunette de natation. Et il se trouve que je suis un grand nageur et, de piscine. Et j'ai toujours beaucoup nagé dans les villes où j'ai vécu, que ce soit à Paris quand j'étais étudiant, à Taipei, à Los Angeles, à Boston, à Shanghai ou à Pékin. Et même dans la petite ville où maintenant que j'habite en Haute-Loire, il y a une petite ville à côté de chez moi, à 25 km, il y a une super piscine. Et donc la lunette de natation, cette lunette-là a bouleversé ma vie aquatique, dans la mesure où depuis 3 ans, je me suis aperçu qu'on pouvait avoir des verres correcteurs. Or, je suis myope comme une taupe, ce qui fait que pendant plus de 25 ans, j'allais nager dans les piscines ou au bord de la mer, je ne voyais rien. Et donc, je suis revenu de Pékin en 2014 et j'ai trouvé à Paris un gars qui fabrique des lunettes avec des verres correcteurs, ce qui fait que maintenant, quand je plonge dans une piscine ou que je nage dans la mer, je vois ce qui se passe autour de moi. C'est une révolution. D'où l'expression sauver des eaux. Exactement. Claudie, qu'avez-vous entendu de votre voisin? Qu'ai-je entendu? Qu'avez-vous entendu de votre voisin, de ce garçon en chemise orange qui est Depuis le début de l'émission? Oui. Oui. Ah oui, que c'est quelqu'un qui a voyagé aux 4 coins du monde, qui le connaît bien, mais qui s'est intéressé aux autres civilisations. Ouais. Voilà. Et puis qui, comme Ulysse, est revenu. Exactement. Ouais, le grand tour et puis on revient au point de départ. Voilà. Ouais. Le cycle et l'universel. Exactement. Madame, monsieur, merci d'avoir participé à cette émission. Je renvoie à la lecture de ce livre-là et des livres précédents. Il y a aussi quelque chose qui vous caractérise un peu tous les deux, mais je ne l'avais pas remarqué au début, mais dans certains de vos livres, à la fin, les narrateurs disparaissent. Voilà, c'est vrai pour vous. C'est vrai aussi pour vous, Antoine, on ne sait plus. On ne sait plus où il est. Et je pensais, pour vous, Claudie, à La langue des oiseaux, où votre japonaise disparaît à la fin. Et je crois que c'est Thomas, le compagnon de la narratrice, qui lui dit cette dernière phrase. Alors Thomas m'a répondu, qui te dit qu'elle est morte? Point d'interrogation. Merci à tous les deux. Merci. Fin de cette émission, on se retrouve dans une quinzaine de jours. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni en Chine d'ailleurs. Voilà. Et par ailleurs, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.